Nous sommes vendredi, il s'agit d'un vendredi habituellement relax. Mais nous ne serons pas aussi relax que cela. Ce matin, ce vendredi, chose promise, chose due, nous allons recevoir un éminent homme de science. Nous allons recevoir un éminent universitaire qui viendra nous parler de son dernier ouvrage, en fait une coproduction. Il s'agit de l'ancien recteur de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etoua, qui vient de mettre sur la place publique un ouvrage accompagné du professeur Martine Claude Etoga, qui est sa fille biologique. Nous en parlerons ce matin. Et avec votre permission, nous accueillons justement cet éminent homme de science qui est parmi nous ce matin. Professeur François-Xavier Etoua, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait. Merci de m'accueillir. Malheureusement, ma collègue a eu une urgence. Son métier étant prioritaire, nous avons dû nous séparer juste à quelques encablures d'Info TV. Quand elle a eu l'appel que depuis hier soir, on n'arrivait pas à mettre la main sur elle, il fallait qu'elle parte. Il fallait qu'elle aille pour une urgence à l'hôpital. Voilà. Elle est en intervention. C'est de cela qu'il s'agit. De toutes les façons, nous lui disons bonjour, nous disons bonjour donc au professeur Martine Claude Etoga. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous avez mis à la place publique un nouvel ouvrage intitulé Le deuxième cerveau. Quel impact sur l'obésité, le diabète et le Covid-19, le paradoxe africain du Covid-19. Nous allons en parler de long en large ce matin. Je souligne également que la dédicace de cet ouvrage a eu lieu hier en après-midi. C'était du côté du ministère des Arts et de la Culture. De toutes les façons, professeur François-Xavier Etoua, sentez-vous chez vous. Avec vous, nous parlerons beaucoup de science ce matin. Merci. En face de vous, nous accueillons également la dame, comme j'aime bien le dire, la dame de tous les vendredis matins, Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour au professeur Etoua qui est face à moi. C'est un grand plaisir d'être à votre compagnie ce matin. J'entendais parler, mais déjà, avec la grâce du Seigneur, je suis face à vous. Wow. Nous allons pouvoir discuter sur le fait du diabète. C'est une maladie qui est très, très, très néfaste. En fait, ma maman, elle est morte du diabète. La mienne aussi. Donc, je voudrais vraiment que cette maladie puisse, je ne sais pas si elle sera éradiquée, mais qu'elle puisse être contrôlée par les spécialistes. Et du coup, aussi l'obésité. Vous savez, nous mangeons beaucoup, nous ne savons pas si c'est inné, nous ne savons pas si c'est génétique. Donc, vous aurez l'opportunité de mieux expliquer aux téléspectateurs qui nous regarderont ce matin. Sans oublier le Covid-19. Et le Covid, oui, qui a fait tellement de ravages. Et j'ai perdu des personnes qui ont souffert de ce Covid-là. Donc, nous souhaiterons que cela n'arrive plus au Cameroun. À un moment, on s'est dit que c'était de la punition avec tout ce qui se passe. Mais déjà, c'est une maladie. Donc, nous souhaiterons que nos téléspectateurs puissent bien s'asseoir pour une bonne orientation ce matin. Merci Jeanne-Rosine Vondo. Je souligne également que tout à l'heure, nous allons accueillir la très époustouflante Claudia Ncha. Et ce sera pour une balade informationnelle en kiosque. Votre dénonciation du jour est également restée intacte. C'est ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. De toutes les façons, 10h, 11h52. Vous êtes en direct sur le canal 6, mais également le canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous retrouvent ce vendredi. Vendredi, tout est permis, c'est un plaisir. Vendredi, tout est permis. Oui. Déjà l'auto. Tout est permis, vraiment tout. On ne va n'importe qui. Et n'importe où. Non, pas n'importe quand. Et n'importe comment. Et voilà, le professeur, je dis n'importe comment. D'accord, peut-être c'est possible. Hein. C'est possible. Claudia. Oui, parfait. Jolie robe. Hein? Merci. Très beau mariage de couleur. Merci, vraiment. Bravo. Bravo à ma couturière. Voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ange. Ange. Ah, elle fait vraiment les choses comme les anges, oui, ça c'est vrai. Alors le week-end s'annonce, Claudia, quelque chose de particulier? Ce week-end, rien de particulier, sauf si vous m'invitez. Il n'y a pas eu un mort dans votre famille? Oh non. C'est le week-end des enterrements. En tout cas, enterrement, lorsque c'est un deuil où il n'y a pas de l'argent. Hein. Mais inhumation, quand c'est un deuil, il y a des choses. Quand on pauvre est mort, on l'enterre. Oui. Mais quand un riche meurt, on l'inhume. Waouh. D'accord, ok. C'est ça la différence. Bon à savoir. Mais parfait, gloire à Dieu, il n'y a pas de mort dans ma famille ce week-end. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Merci. Mais quand même, vous savez que vous me devez mes pains. Les pains de la Côte d'Ivoire. Non, on lève même le 8 mars parce que je n'ai pas eu le pain du 8 mars venant de vous ni de la part de Blériot. Donc, vous me devez quand même des pains. Oui, les pains de la Côte d'Ivoire, oui. Au marché d'Adjamé. Le marché d'Adjamé, le fameux marché. Je n'ai jamais reçu les pains. C'est l'un des plus grands marchés d'Afrique. Oui. En tout cas, je note cela. Vous en aurez. Je sens que le carnet, il est déjà... Plus vous aurez attendu, plus le plaisir durera. D'accord. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun et même à l'échelle internationale ces dernières 24 heures. Bonne nouvelle pour les populations de la région du Sud, en particulier celle de la ville de Meyomessala qui vient de recevoir un nouveau complexe scolaire moderne et complet. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundingwa, a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre de cet édifice hier 8 mai 2025. D'après le quotidien Info Matin, ce nouveau modèle d'école est en cours de construction sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, 9 mai, le Minédu met le cap sur Olamzé, dans la vallée d'une Thème, pour le même exercice, nous apprend Dieudonné Mveng ce matin. Voici le cri hebdomadaire, la météo et l'an de solidarité et de partage dans la Mofouya-Kono. Le tableau nous informe que l'Assemblée nationale offre 23 forages. C'est le principal message porté aux populations de Bikok par l'honorable Angèle-Bert Echomba Bingono à l'occasion de son compte rendu parlementaire. Notre troisième journal, pointant une, il s'agit du quotidien Le Messager. Le tableau s'intéresse à toute autre chose, notamment la politique camerounaise. Cameroun, la Marguédon politique. Le problème est posé par Robert Bourguin, un avocat des affaires françaises d'origine libanaise. Le maître du barreau fait des prédications sur la scène politique du Cameroun, en particulier sur la période électorale qui approche à grands pas. Quelques-unes sont détaillées dans ce journal. L'actualité en kiosque ce vendredi, c'est aussi ce nouveau visage. Après 2 jours de conclave couronné par une interminable journée d'attente hier, le monde entier, en particulier l'Église catholique romaine, a salué l'apparition du nouveau pape sur le balcon de la chapelle Sixtine à Rome en Italie. Le quotidien à capteur public Cameroun Tribune nous révèle ce matin que c'est le nom du cardinal Robert Francis Prévost qui a fait jaillir donc la fumée blanche hier. De nationalité américaine, le Saint-Père porte comme nom de règne Louis XIV. Le quotidien Mutation nous présente aussi celui qui succède au pape François. Louis XIV, il est âgé de 69 ans. Il devient le 267e pape de l'église catholique. Chicago Pop, peut-on lire dans l'apparition du jour de Georges Alain Boyomo ce matin.
Autre information à retenir, ce matin, le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun, le du Sahel, s'intéresse à l'élevage. À ce sujet, Guibaï Gattama indique qu'une dette de 3,4 milliards de francs CFA entache l'héritage du Prodel. Dans la région de l'extrême nord, à présent, le quotidien Le Jour nous montre dans son édition de ce 9 mai ce que la fiscalité locale va changer. Le tabloïd nous informe que la réforme a été expliquée au CTD au cours d'une caravane d'information et de sensibilisation organisée dans la ville de Maroua. Modernisation de la fonction publique, le Témoin nous fait savoir que l'Aigle déploie ses serres dans la région de la Damawa. L'agenda de l'Aigle est donc présenté dans ce journal. Le quotidien réité plus de Paul Guarekindi fait de la politique sa grande une. Le tabloïd revient sur les propos de Mahamadou Atikou Kalda. Le coordonnateur de la marche de soutien en faveur du président Paul Biya s'est exprimé. Face à la presse, il a déclaré que dans le cas de l'appel de 5000 jeunes derrière le président national du RDPC, la ville de Maroua est prête pour samedi prochain. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse aux entreprises publiques et nous informe de l'entrée de Arise IPP dans le capital de la SICEM, autant pour moi. L'on explique en page 3 que les pourparlers entre le gouvernement et cet investisseur sont en cours en ce moment. Ils examinent les stratégies de redynamisation et de restructuration de la cotonnière industrielle du Cameroun élaborée pour une durée de 4 ans par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il faut simplement se munir de 4 pièces de 100 francs oui. pour pouvoir avoir son tabloïd. C'est vrai que cela ne fait pas partie de nos cultures. Hein. Ça c'est vrai. Claudia, depuis que tu es née, tu as acheté un journal. Non, il faut dire la vérité. Hein. Ouais, cause hésiter à répondre. Et tu fais la revue ici tous les jours. Non, parfait. Vous savez, nous avons déjà des téléphones portables. Non, je ne suis pas en train de vous... Je vous explique. Vous savez, vraiment, non. J'avoue que acheter un journal en kiosque, je ne l'ai jamais fait, je l'avoue. Voilà. Mais avec on applaudit pour toi. Hein. Non, je préfère dire la vérité. Je préfère dire la vérité. Je n'ai jamais acheté un journal. Oui. Mais elle fait la revue tous les matins. Je fais la revue tous les matins parce que moi, je lis les journaux à travers mon outil, mon téléphone portable. Et quand vous le faites, vous pensez que les entreprises de presse vont vivre comment? Toi, tu lis les journaux à travers ton téléphone. C'est assez compliqué. Je ne demande pas aux autres de faire la même chose que moi. C'est un mauvais exemple. Non. Enfin, ici, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et si on revenait, par exemple, à vous, est-ce que vous avez déjà acheté un journal en kiosque par plusieurs reprises. Non, je ne pense pas. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Tu dois aller chez moi, prendre tous mes journaux. Oui. Je ne suis pas sûre que c'est vrai parfois ici. J'en suis sûre, ce n'est pas vrai. De toutes les façons, Claudia, nous allons encourager les Camerounais à avoir la culture d'achat des journaux. Hein. Oui, ça c'est vrai. Nous avons ce que nous appelons par moment des parfaits titrologues. Et ils sont là devant des kiosques. Ils ne lisent que les unes. Oui. Et dès qu'il lit une, il pense qu'il est bien informé. Et il commence à dire au quartier, est-ce que tu sais même ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien lu, monsieur. Maintenant, d'autres attendent les revues de la presse. Et c'est là, lui, s'informe. Oui. Il attend 10 heures avec Claudia. Dès que Claude a fini de faire la revue, c'est bon. Mais à cette allure, les entreprises de presse vont fermer. C'est vrai quand même. Il faut acheter les journaux. On doit s'encourager. Vraiment, ce que vous dites est vrai. Franchement, les Camerounais, on doit aller en kiosque acheter des journaux pour faire vivre la presse camerounaise. Parce qu'il faut dire que les acteurs se plaignent beaucoup. C'est vrai que le numérique est venu quand même handicaper. Hein, tout à fait. Cette culture qui déjà n'était pas en grande forme. Donc, on doit s'encourager. Et bon, quand je parle de nous, je parle de moi, je parle de vous, je parle de Jeanne, je parle de tout le monde. La problématique peut m'être élargie. Hein. C'est-à-dire les Africains ne lisent pas beaucoup. Oui. Et plus particulièrement les Camerounais. Il y a même le fameux adage, entre guillemets, qui dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, il faut écrire. Il faut mettre dans un livre, puisqu'ils lisent peu. Ça, c'est vrai. Non, vraiment, nous allons de temps en temps sensibiliser. Hein. Oui, professeur. Oui. Vous titillez, madame, mais malheureusement,
c'est un problème qui démarre de très loin. Oui. D'expérience d'enseignant, je peux témoigner que j'ai vu des étudiants partir du premier cycle jusqu'au doctorat sans avoir acheté un seul livre. Incroyable. Malheureusement. Jusqu'à ce qu'il devienne. Donc c'est un problème de culture, comme vous dites. Et j'ai bien aimé, quand nous aborderons le livre que vous avez en main, la préface où l'auteur dit, bon, c'est une bonne œuvre, mais comme on a perdu, beaucoup de gens de nos jours ne savent plus lire ou ne lisent plus. J'ai bien aimé cette phrase-là quand il m'a envoyé son texte. Donc ça traduit exactement ce que nous déplorons maintenant. Nous sensibilisons donc ce matin, chers Camerounais, chers Africains, recommençons à avoir la culture de la lecture. Il faut acheter les ouvrages. Habituellement, la sagesse, la connaissance est cachée, sont cachés dans les ouvrages. Maintenant, il faut acheter les journaux pour mieux être informé. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Bon week-end à vous également. Un week-end en rose. Si vous le dites, je vais passer. Jamais Dieu, hein? Non, moi, j'oublie pas Dieu. Je sais pas vous, mais je n'oublie pas Dieu. Déjà qu'on a un nouveau pape, je pense que la foi est renforcée. Louis XVI. Louis XIV. 14 ou bien 16? C'est 14. C'est Léon, je pense. Léon Léon XIV. Léon XIV. C'est Léon XIV ou c'est Léon XIV, non? Léon XIV, très bien. Qui est en train de désinformer les choses? Alors, Claudia, oui, parfait. J'ai voulu prêcher le faux pour avoir le vrai. Hein. Ah, d'accord, ok. Léon XIV de nationalité américaine oui. Est donc le nouveau pape de l'Église catholique. Nous allons en commenter tout à l'heure. Mais moi, je te souhaite simplement un inoubliable week-end. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Parfait ici. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente en espérant que le pape Louis XIV ne sera pas wokiste. Je n'ai rien dit. Alors, je vais repasser la parole au professeur François-Xavier et toi. Professeur, on sait que vous êtes d'obédience catholique romaine. Et le pape François est décédé, comme nous le savons également, et inhumé. Et nous avons eu la fumée blanche hier du côté du Vatican. Et Robert Francis Prévost, de son vrai nom, de nationalité américaine, est donc apparu au niveau du balcon de la chapelle Sixtine. Et pour un nom de pouvoir, il s'appellera Louis XIV à l'âge de 69 ans. C'est le 267e pape de l'Église catholique romaine. En commentaire? Je dois avouer que j'ai été quelqu'un venu au moment où nous lancions l'ouvrage, au moment de la dédicace. Il dit, juste au moment où vous lancez la dédicace, on élit un pape. Ouais. Bon. Quelle coïncidence. Je me suis dit, bon, bah, c'est probablement prémonitoire de bonnes choses, de la grâce que ce nouveau pape va pouvoir diffuser sur le monde. Comme semble-t-il, ses premiers propos ont porté sur la paix. Sur la paix. Ça, c'est très important. C'est très important. Le véritable souci, enfin l'inquiétude qu'on puisse avoir, ou le vœu qu'on puisse exprimer, c'est qu'il ait la grâce, comme il est supposé être le représentant de Saint-Pierre sur terre, qu'il ait la grâce d'être écouté et que les cœurs s'apaisent, que les affres de la vie quotidienne n'exacerbent pas les égoïsmes avec son cortège de violence que nous vivons sous diverses formes, que ce soit au niveau purement social, individuel, ou que ce soit au niveau étatique, avec des guerres. Le plus important, c'est qu'il arrive, qu'il ait cette grâce d'apporter la paix.
Professeur François-Xavier et toi, je vous pose cette préoccupation également. Hein. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche. Le nouveau pape, Louis XIV, arrive quand même dans un contexte marqué par une forte polémique au sein de l'Église catholique. Hein. Oui. On parle de cette affaire d'homosexualité. On a connu son prédécesseur, le pape François, qui a pris un certain nombre de décisions qui ont créé une polémique jamais vue par le passé au sein de l'Église catholique. Beaucoup qui ont estimé que le pape François devenait de plus en plus un allié important pour ceux qui ont choisi cette vie-là. La foi a failli être ébranlée. Alors, Louis XIV, ce sera la continuité ou alors il va rejoindre la classe des conservateurs au niveau de l'Église catholique? Parfait, le premier commentaire que j'ai suivi en venant ici à l'antenne, c'est que c'était un proche de son prédécesseur. Et que c'était un des piliers du fameux dicaster qui a structuré cette façon de voir les choses. Bien. Je me dis, il faut espérer qu'il ait, lui, sa personnalité pour comprendre. Parce que c'est là que je raisonne en simple chrétien, en disant, mais c'est tout de même impensable. Donc c'est Dieu qui s'est trompé quand il a voulu qu'il y ait un homme et une femme, un mâle et une femelle, pardon. Oui. Donc, quand les humains, fussent-ils papes, d'une manière ou d'une autre, arrivent à apporter quelque compréhension à une dérive par rapport à ce que Dieu lui-même a crié dès le départ, je m'interroge. On se rappelle même de l'affaire Sodome et Gomorrhe. Je m'interroge. Donc, le pape François avait dit que les homosexuels sont également les enfants de Dieu. Nous n'en disconvenons pas. Mais alors, et qu'on pouvait bénir les réunions hors liturgie. Mais attendez, soyons sérieux. Ça veut dire quoi hors liturgie? Ah, le pape François le savait. Hein? Mais nous, vous voyez, nous, on ne le sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire hors liturgie? Louis XIV va continuer dans cet élan? C'est la question que je me pose. Je souhaiterais qu'il ne continue pas dans cette voie-là. Merci beaucoup. Elle a été amorcée, qu'il la laisse d'abord à ce stade-là. Merci beaucoup. Oui. Jeanne-Rosine Vondor, je suppose que vous êtes également catholique romaine. Vous avez donc un nouveau pape en la personne de Louis XIV. C'est la toute première fois qu'un Américain est élu pape. Il s'agit de Louis XIV. Avez-vous l'impression qu'il pourra donner un nouvel élan à la foi, cette foi-là de plus en plus, qu'il y a d'énormes problèmes au sein de l'Église? En fait, pour ma bonne information, je me dis c'est Léon XIV. Ce nouveau. Léon XIV. Je ne sais pas ce que j'avais lu. Léon XIV. C'est Léon XIV. Oui, avant d'être pape, il était le préfet du dicaster des évêques. Le voyant pape, c'est quelqu'un que je suivais petit à petit parce qu'il a été au Cameroun en 2003. Moi-même, j'étais au couvent, chez les sœurs immaculées de Mva. J'ai voulu être sœur. Ah bon? Vous m'avez caché ce côté de votre histoire. Oui, la maman, oui. Mon papa avait voulu que je sois sœur. Mais déjà, quand je suis arrivée au couvent, ce que j'aspirais faire m'a découragée, en fait. Donc, vous avez plutôt choisi les plaisirs de ce monde. En fait, j'ai été découragée. Par rapport à quoi? J'ai été découragée à certaines scènes qui se passaient. Lesquelles scènes? Mais comme souvent à la télé. Souvent à la télé, et je vais vivre longtemps. Donc, j'ai été là-bas en 2003. Je faisais l'OACIT. Quand je suis arrivée là-bas, il était venu chez les Sœurs Immaculées. Donc, j'ai été vraiment surprise lorsque on l'a élu pape. Donc, nous avons un problème de foi au Cameroun parfait parce que nos dirigeants de l'Église catholique romaine ne nous encouragent pas du tout.
Oui, cette fois-là, elle est perdue. Moi, particulièrement, aller à l'église, pour moi, ça, c'est pas trop ma chose. Pourquoi je le dis? J'avais une situation en 2015, je suis allée voir un prêtre qui m'a plutôt refoulé. Il ne s'est pas conduit en prêtre, en fait. Je vais taire le nom de ce prêtre-là. Il était à la chapelle de Ngoussou. Il va se reconnaître. Il va certainement se reconnaître. Donc, nous souhaitons que ce nouveau pape, lorsqu'il arrive, qu'il puisse vraiment grandir la foi. Parce que son premier discours était basé sur la paix. Et je sens que lui-même, il n'est pas un homme paisible. Il voudrait donc appeler la population à pouvoir émettre la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas être en harmonie, nous ne pouvons rien faire parfait. Donc, son avenue au Vatican, je souhaite que les choses puissent changer et qu'on ne puisse plus faire la différence, parce que plusieurs se disaient que c'est un noir qui devait être pape. C'était des jolis rêves. Hein. C'était des jolis rêves. Et lui, il a été élu au 4e scrutin, au 4e tour. Oui, pour être pape. Il ne s'entendait pas. On s'est dit, il y a eu des petites discussions, des échanges. On dit, non, en noir, est-ce que les noirs sont sérieux? Est-ce que les noirs peuvent? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Donc, au 4e scrutin, vous vous rendez compte qu'il y a eu tellement d'échanges, tellement d'échanges. Ce genre de questions, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas sérieux. Raison pour laquelle ils ne vont pas faire comprendre que les Blancs sont plus sérieux que les Noirs. Et c'est un Américain. Et maintenant, l'honnêteté et tout ça, non, vraiment, qu'ils cherchent des raisons ailleurs. Mais nous avons voulu souhaiter que ce soit un Noir qui puisse se diriger. Mais, comme l'avait dit Madeleine... Il y a d'abord combien de Noirs qui sont cardinaux? Bon, il y en aura. C'est une élection. Oui. Il faut faire comprendre que nous étions il y a presque battus d'abord. Vraiment, c'était des non, mais Matel était qui avait dit I have a dream. Et il s'est dit I have a dream. On s'est dit, moi-même j'ai ce rêve là. J'ai appris qu'à une époque très lointaine, il y a eu des papes noirs, mais vraiment, comme disent les enfants, c'était avant. C'était avant. C'était avant. On s'est dit que après ce 267e pape, Dieu fera grâce. Il enverra peut-être un pape au Cameroun, on s'est dit. Merci Jeanne-Rosine Vonda. De toutes les façons, nous souhaitons plein succès à Léon XIV, le nouveau pape de l'Église catholique romaine du côté du Vatican. Beaucoup de défis attendent cet homme d'église. Nous osons croire qu'il sera à la hauteur justement de la tâche, à la hauteur des attentes. À tout de suite pour la suite. En l'absence de Pierre Blériot, nous allons donc donner la dénonciation de ce matin. Je me charge de la donner. Hein. La dénonciation de ce matin porte sur l'organisation des obsèques, l'organisation des deuils en Afrique et surtout au Cameroun. Nous avons constaté depuis des années que nos deuils sont devenus de grands espaces pour le commerce, l'organisation du deuil. Dès que quelqu'un est décédé, quelqu'un meurt, vous avez une commission, on dira commission achat du tissu. Achat du tissu. On choisit un tissu, on commence à le vendre à 6 000,
à 5 000, ainsi de suite. On constatera également que lors des deuils, il y a également une autre commission pour imprimer les tricots. Pour imprimer les tricots. Et ça donne beaucoup d'argent. Et par moments, même au sein des familles, il y a des disputes, il y a des batailles pour le contrôle de ces business. Ce matin, nous voulons dénoncer cette manière de faire en Afrique de plus en plus et surtout au Cameroun. Est-ce que le deuil est devenu un espace où nous faisons de l'argent? Est-ce que nous venons nous enrichir autour d'un mort, autour d'un cadavre, avec cette affaire de vente des tissus, de vente de tricots, vente de casquettes, vente de ceci, vente de cela. Donc c'est la dénonciation de ce matin. Je commence par passer la parole à Jeanne-Rosine Mvondo. Jeanne-Rosine, quel est le regard que vous posez sur ce commerce autour de la mort? Parfait, ici, la mort est devenue un business ici au Cameroun en fait. Les deuils auxquels j'ai déjà assisté, et surtout dans ma famille. Vous savez, quand vous êtes vivant, on fait semblant de vous aimer, et on fait semblant d'être avec vous, mais intérieurement, les gens ne vous aiment pas, surtout dans la famille. Et du moment où vous rendez l'âme, en fait, vous mourrez si vous êtes pauvre, et vous décédez si vous êtes riche. Parce que si vous avez eu un peu d'argent, vous décédez, et si vous êtes pauvre, on dit il est mort. Il est mort. Donc, dans la famille, vous voyez, les gens s'asseyent, il y a des contributions. Vous voyez, si vous avez 3 frères, l'autre dit je prends les t-shirts, l'autre prend la fille, elle dit je prends les pains, l'autre frère dit peut-être je prends les casquettes, d'autres c'est le foulard. Vous voyez, les gens s'asseyent, commencent à commenter sur vous pour se faire de l'argent sur votre deuil. Donc ce phénomène parfois ici, moi je dis toujours, si un jour ce qui est sûr que je vais mourir, laissez tout ça. Ça n'a rien d'important. Non, est-ce que toi tu vas me parler? Non, c'est ma dernière volonté. C'est nous, mesdames, qui organisons. C'est ma dernière volonté. Je dis toujours. Ils vont regarder. Voilà, il doit avoir son paillon. Parce qu'il y a la hantise. Hein. Je vais vous hanter. Je dis toujours, si je décède, prenez un drap blanc, couvrez-moi, enterrez-moi. C'est important. Non, je ne veux pas de cercueil, je ne veux pas de morgue, je ne veux rien. Parce que de mon vivant, j'ai trop de batailles. De mon vivant, les gens ne m'aiment pas. Non, donc, non, vraiment, ne commence pas tes choses. Non, je te dis. Pas te mettre dans un cercueil. Non, ça c'est. Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Tu l'as dit à ta famille? À ma fille surtout. Donc, quand tu mourras, on t'enrôle. On m'enrôle, oui. Dans un drap blanc. Oui, on creuse un petit le point de terre là. Et on te balance. On me met là. On te couvre avec de la terre. Parfait. Et c'est terminé. C'est terminé. Parfait. Ici, vous savez, quand vous êtes vivant, vous avez des problèmes, vous avez des situations, les gens ne vous assistent pas. Ouais. Les gens ne vous écoutent pas. Mais lorsque vous décédez, vous allez voir déjà des contributions énormes. On dit 10 000, 20 000. Ça sert à quoi, parfait? Ça sert à rien du tout. Alors que vous mourrez de faim. Hein? Alors que je trimais et personne n'était là pour être à mes côtés. Donc pourquoi est-ce que lors de mon deuil, vous allez vous asseoir, vous allez discuter, vous allez dire Jeanne Vondé. Non, même pas un bon témoignage. Dites que Jeanne Vondé, elle n'était pas bien. Elle aimait les coups foireux. Elle aimait les manigances. Oui. Elle n'était pas gentille. Pas venir dire des choses voilà. Donc, les deuils maintenant au Cameroun, parfois, ici, c'est un business. Et moi, je déplore cela. Jeanne, je vais vous couper. Hein, et là, je vais rapidement raconter notre histoire. Allez-y, avant le commentaire du professeur François-Xavier et toi. Et ça tombe bien parce que c'est également un initié, nous sommes là. Donc, il s'y connaît. Son avis comptera beaucoup tout à l'heure sur cette affaire. Alors, il y avait une dame dans mon village. De son vivant, surtout sentant sa mort venir, et qui a dit à ses enfants que bon, si elle meurt, ce que tu viens de dire là, qu'on ne la mette pas dans un cercueil. On l'enroule avec un drap et on l'enterre normalement, on verse la terre. Bon, quand elle est morte, les enfants ont voulu faire comme elle avait dit. Et on avait aussi répercuté la nouvelle au prêtre du coin. Et le prêtre a dit, bon, il faut laisser ces histoires, ce sont des âneries. Si quelqu'un est mort, il est mort. Donc, il faut la mettre dans un cercueil et vous enterrer. J'étais à l'enterrement. Le prêtre est venu dire la messe. Au moment d'enterrer, la tombe était accrisée. On est allé pour mettre le cercueil. On veut faire descendre le cercueil. Ça bloque.
trouve que la tombe est petite. Ça bloque. On remonte avec le cercueil. Les gars ces creuseurs se reviennent et ils agrandissent la tombe. On commence à agrandir encore la tombe avec les pioches, les pelles et tout ça. Alors, deuxième fois, on veut remettre le cercueil. Le même scénario. Même scénario, ça bloque. Alors qu'on avait bien... On vient m'appeler qu'il y a une situation là-bas, on ne comprend pas. Moi-même, je viens. Je regarde cette situation. Je vois que la tombe est suffisamment quand même grande. J'ai dit au gars que bon, agrandissez encore. On a grandi encore là. C'était comme une fosse. On a grandi encore la tombe. J'ai dit, c'était moi, Jeanne Vondor. Devant moi, Jeanne Vondor. On remet le cercueil, ça bloque. Quand j'ai vu ça pour la troisième fois, je me suis éloigné. Puisqu'on n'a pas eu à respecter. Après, quelqu'un vient donc me souffler à l'oreille que parfait, laisse-la faire là. Je dis quoi, laissez quoi? Il me dit, tu n'es pas au courant. Je dis au courant de quoi? Il dit, mais la maman là a dit que si elle meurt, qu'on ne l'enterre pas dans un cercueil. Je dis, ah bon? Mais pourquoi depuis vous ne m'avez pas dit ça? Professeur, on a enlevé la dame du cercueil, on a détruit le cercueil, on l'a, j'ai failli dire jeter dans la tombe, on l'a déposé dans la tombe, et le bois qui avait été le bois du cercueil, on a balancé ça dans la tombe, et on a recouvert de terre, et c'est comme ça qu'on a enterré la maman. C'est un témoignage, je l'ai vu. Comme pour dire quand même aussi que bon, ne blaguons pas de temps en temps avec les dernières volontés de quelqu'un, de temps en temps. Bon, je vais passer la parole au professeur. Hein. Professeur, nous restons d'abord au niveau de ce commerce autour du deuil. Nous vendons les tricots, on va passer des commandes à SICAM pour le pagne, ainsi de suite. Est-ce que nous devons nous enrichir à base d'une mort? La réponse est dans votre question. C'est non. De prime abord, c'est non. Mais malheureusement, le contexte, l'environnement actuel est tel que l'esprit mercantiliste a envahi, a gangréné. Et il faut toujours tirer profit de toute occasion, de toute opportunité. Ça qui est dommage parce que on oublie l'autre côté de la signification de la mort. Parce que, comme disait madame, c'est même la famille proche qui met des commissions en place pour ci, pour ça. Mais derrière ça, on vous dit, il ne faut pas qu'on aille s'en séparer comme si ce n'était pas quelqu'un que nous aimions, comme si c'était un chien qu'on... Voilà pourquoi il faut vraiment organiser pour qu'on l'enterre dignement. Oui, bon. Mais les débordements que nous constatons, c'est effectivement comme vous dites, hein, il faut qu'il y ait des tenues, il faut ceci, il faut donner à boire et à manger aux gens. Vous arrivez à oublier que c'est la douleur, que c'est la tristesse. Parfois même le deuil se transforme en une fête. Une sorte de fête. Bien, disons que là, on peut relativiser en ce sens que ça dépend qui est mort et pour qui on fait ça. Âge. Voilà. Si c'est un patriarche, plus de 90 ans. Mais vous célébrez son départ parce qu'il va juste comme on dit, dans la chambre d'à côté. Il quitte un peu le physique, l'humain que nous voyons. Là, je pense que là, effectivement, il n'y a même pas lieu comme nous, nous sommes émotifs. Hein. Senghor avait dit quoi? L'émotion est née. Ouais, nous aimons trop pleurer. Si Dieu me prête vie, parce que je ne demande pas plus. Hein. Donne à peu près un petit 100 ans là. Ne pleurez pas quand je vais partir. Vous pensez 100 ans, c'est petit. S'il me donne un petit 100 ans, et qu'il me dise, bon gars, viens maintenant, je crois que c'est bon, tu as suffisamment travaillé. Tout à fait. Bah, il ne faudrait pas pleurer, il faudrait plutôt célébrer. Tout à fait. Si possible, ce que j'ai fait de moins mal quand j'étais avec vous ici sur cette terre. Voilà. Alors, quel est votre regard sur les dernières volontés de celui qui est parti? J'ai pris cette illustration de la maman qui a dit que si elle meurt, qu'on ne puisse pas l'enterrer dans un cercueil, qu'on l'enterre normalement, on emballe dans un drap. Maintenant, on n'a pas accepté et ça a donné ce que ça a donné, comme je racontais tout à l'heure. Parfait. Il faut respecter
autant que faire se peut, la volonté du disparu. Ah ouais. Il faut respecter la volonté du disparu. Parce que vous ne saurez jamais Pourquoi il a dit? pourquoi elle en arrive là. Peut-être de façon purement philosophique, s'il dit, bon, j'étais terre, je retourne terre, tout ce qu'on veut mettre comme intermédiaire avec moi, non, j'ai une autre relation avec l'au-delà, j'estime que je dois pouvoir tout de suite faire corps avec. Mais oui. Et peut-être pour vous, ceux qui restent, pour vous épargner de ce nombre de choses, laissez-moi partir tel que je le souhaite. Il faut respecter ça. Il faut respecter les dernières Il faut volontés. respecter, il faut respecter. Il faut respecter les dernières volontés du disparu. Et sauf cas, en toute chose, il y a dérogation, il n'y a jamais de règle sans exception. Si on doit déroger, parlez-lui. Oui. C'est moi. J'ai parfois aussi vu ça. Hein. C'est moi, mais parlez. Enfin, c'est un homme là qui vous le suggère. Parlez-lui. Un jour, on allait enterrer... J'ai trop d'histoires autour des morts. Hein. On allait enterrer un monsieur qui avait un certain âge. Apparemment, il avait dit qu'on doit pas aller l'enterrer là-bas. Bon, le corps était encore dans le pick-up. Jeanne Vando. C'était en période de saison sèche. Le pick-up a commencé à patiner. En saison sèche. En saison sèche. Le pick-up a commencé à patiner, alors que le pick-up était encore en bon état. C'était un très grand chauffeur. Et on ne comprend pas. À un moment donné, même en tournant, le pick-up a failli faire tourner. Le pick-up qui portait le cercueil. Et il y avait certains initiés au niveau du cortège qui sont sortis. Je l'ai vu. On a commencé à parler aux morts. Oui. On a commencé à parler aux morts en lui disant vraiment, on sait que tu ne voulais pas qu'on ait enterré là-bas. Mais vraiment, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Laisse qu'on aille enterré là-bas. Laisse qu'on aille enterré là-bas. Ils ont parlé là. Jeanne Vondor, la voiture a redémarré et il n'y a plus de problème. Et on l'a amené, on l'a enterré. J'ai vu cela aussi. C'est normal, il faudrait respecter, parfait, parce que comme de notre vivant, nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Donc, lorsque quelqu'un s'avère, oui, professeur, nous vivons avec des hypocrites. Même vos frères de sang peuvent vivre avec vous hypocritement. Donc, le mieux, c'est de revoir votre parcours, de voir comment est-ce que vous avez vécu, les personnes avec lesquelles. Est-ce que lorsque je pars, c'est une joie? Est-ce que c'est une tristesse? Vous voudrez ne pas faire dépenser les gens. Vous dites, ok, là, je ne peux pas ressortir vos argents parce que quand j'en avais besoin, personne n'était là. Donc, le mieux, c'est de dire que non, voilà ma dernière volonté, enterrez-moi nu, habillez-moi avec un linceul, et puis c'est tout. Ça ne servira, votre argent, ça peut vous servir à faire autre chose, mais pourquoi le mettre dans un deuil d'une personne que vous n'avez jamais aimée? Donc, c'est le mieux de pouvoir respecter les volontés. Merci. Première chose, respectons les dernières volontés de nos disparus. Deuxième chose, faisons attention à ces deuils qui se transforment de plus en plus en de grands espaces où nous venons nous faire du beurre, où nous venons nous faire de l'argent. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous avez fait le meilleur choix. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort.
Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Mon citoyen, Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Betan Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Betan Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme monsieur Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante
et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné en ce vendredi 9 mai 2025. Nous avons quelques soucis avec notre messagerie ce matin, mais nous allons prendre certains messages au niveau de la simple messagerie, d'énormes soucis avec nos messages WhatsApp. Alors que disent ces téléspectateurs? Bon début de week-end de Espace Miné. Je suis du même avis que vous, Madame Mvondo. L'organisation qui tourne autour des obsèques chrétiens relève de nos jours plus du pécuniaire qu'autre chose. J'ai vu ici à Marois le montant de la commande des macarons pour les obsèques du père de mon ami, et ça pouvait construire tout un bâtiment scolaire. Les obsèques des musulmans me semblent plus sobres. La seule condition est de prendre le soin de se rassurer sans une once de doute que l'individu soit effectivement décédé. Autre message ce vendredi, Pape Noir, rien. La Coupe du Monde remportée par les Africains, rien que ce qui se passe. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein? Votre message est décousu. Un autre message très rapidement. Essayons d'aller du côté de WhatsApp pour voir si les messages... Nous allons y revenir tout à l'heure, le temps pour nous de prendre la problématique principale inscrite à l'ordre du jour ce jour. Comme nous vous le disions en ouverture, nous avons pour invité spécial ce matin sur Info TV le professeur François-Xavier Etoa, qui justement en collaboration avec le professeur Martine-Claude Etoga vient de mettre sur pied un nouvel ouvrage baptisé Le deuxième cerveau. Quel impact sur l'obésité, le diabète, le Covid-19, le paradoxe africain du Covid-19. Bonjour à nouveau, professeur François-Xavier Etoa. Bonjour, parfait. Je dois dire que c'est un ouvrage pratiquement de 370 pages. 370 pages, une coproduction. Alors, première question, pourquoi un tel ouvrage en ce moment? Il arrive en ce moment parce que c'est un fruit qui a suivi un long chemin, un cheminement, et
pour lequel on a estimé qu'il était suffisamment mieux pour être cueilli. Donc, le moment, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais il est en cheminement depuis au moins 2 ans. D'accord. Alors, nous avons une autre préoccupation. Hein. Quand moi je suis tombé sur cet ouvrage, je rappelle, la dédicace a eu lieu hier après-midi du côté du ministère des Arts et de la Culture. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est le deuxième cerveau. Je n'ai rien compris. Vous parlez du deuxième cerveau, mais par la suite, je vois quel impact sur l'obésité, le diabète et le Covid-19. Mais on parle du deuxième cerveau. Il s'agit de quoi, professeur? Quel est le parallèle? C'est quoi le deuxième cerveau? Le deuxième cerveau, c'est l'autre nom donné au microbiote intestinal, c'est-à-dire à l'ensemble des microbes, des populations microbiennes que nous hébergeons en nous, et particulièrement donc au niveau de l'intestin, du tube digestif. Donc c'est cette population-là, pardon, par rapport à leur site de localisation, qui sont dans l'intestin, on les appelle donc microbiote intestinal. Pourquoi deuxième cerveau? Parce qu'il se trouve que ce microbiote intestinal fonctionne exactement comme un organe à part entière. C'est le deuxième centre de commandement de l'organisme après le cerveau, le système nerveux central que nous connaissons. Et on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal, donc ce deuxième centre de commandement des fonctions du corps humain, communique avec son homologue de la tête, du cerveau. Oui, l'intestin a des millions et des millions, des centaines de millions de neurones qui donc communiquent indirectement avec leurs homologues du cerveau. Expliquer simplement comme ça, vous comprenez pourquoi la communauté internationale l'a dénommé le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau. C'est compris. Hein. Je vais vous poser une autre préoccupation. Nous avons donc pratiquement 3 maladies, entre guillemets, qui nous intéressent ce matin. L'obésité, le diabète et le Covid-19. Pourquoi l'obésité? Je rappelle quand même que vous êtes microbiologiste. Hein? Vous êtes microbiologiste. Alors, pourquoi avoir choisi l'obésité? Et vous regretterez avec moi que ma collègue ne soit pas là. C'est elle qui est spécialiste des maladies métaboliques. Hein, donc, professeur Martine Claude et Toga. Oui, au dernier moment, comme je vous l'ai dit au début, les contraintes professionnelles très fortes l'ont empêché d'être avec nous ici et maintenant. Je dois signaler que c'est votre propre fille, hein, votre fille biologique. Je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport au fait. Ça m'intéresse aussi. Oui. C'est-à-dire un papa et sa fille qui décident d'écrire un ouvrage commun. Le papa est professeur. La fille également est déjà professeur. Et ils écrivent un ouvrage commun. Il y a quand même... il y a du beau dans cela. Oui, je pense, oui. Vous êtes un papa complet. Oui. Un papa fier. Si c'est hypocrite de ne pas l'admettre. Et pourquoi, avant de revenir à l'obésité, hein, pourquoi avoir choisi votre fille pour écrire un ouvrage? Il y a quand même d'autres spécialistes du même domaine. Pourquoi votre propre fille? Parce que l'idée n'est pas venue de moi. C'est un de mes collègues, jeune collègue brillant, qui, au moment le plus fort du Covid-19 au Cameroun, après avoir pris des dispositions pour que ma prise en charge se passe bien, me raccompagnant, voilà pour l'anecdote, pour comprendre pourquoi, me raccompagnant, il me dit, mais professeur, mais vous n'allez pas nous laisser comme ça, écrivez-nous quelque chose. Pas mon regard interrogateur, il dit oui, mais avec Martine, écrivez-nous quelque chose. Qui est sa collègue, sa consoeur à l'hôpital. C'est donc comme ça que l'idée naît. Et quelques temps après, j'invite donc Martine
Je dis, bon, bah, je pense que ce qui a été dit là n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Je dis, ah, mais voyons, réfléchissons et donnons-nous quelques temps, on va se retrouver. Et c'est ce qui a été fait. On a vu qu'il y avait une intersection, un terrain de convergence sur lequel nous pouvions donc travailler. Il s'agit donc du microbiote intestinal, ou encore le deuxième cerveau, ou encore l'organe caché. Quand vous irez dans la littérature scientifique, le deuxième cerveau a d'autres noms. Parce que tellement les scientifiques découvrent qu'il est tout aussi puissant que le cerveau du système nerveux central. Donc, à partir de là, on a donc compris que, puisqu'elle savait aussi et se rend compte que les maladies pour lesquelles elle a jeté le dévolu dans sa spécialisation, le microbiote intestinal impacte la survenue, le développement de ces maladies-là. Donc, voilà pourquoi le microbiologiste et l'endocrinologue se sont associés pour travailler. Merci. Voilà. Je pense que j'ai retrouvé ma messagerie intacte. Oui. Alors, on va d'abord lire ces nombreux messages. Je vous suggère d'aller d'abord au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Monsieur Parfait, ici, votre absence rendait Claudia Untia très nerveuse avec votre remplaçante. Dieu merci que vous soyez revenu à temps. Nous avons retrouvé son sourire. C'est Sinclair depuis Paris et qui envoie ces messages. Merci à Sinclair. Autre préoccupation ce matin. Alors, nous allons prendre ce message. Bonjour à tout le plateau. Et merci beaucoup à vous autour de l'éclairage autour de ce thème. Cela m'a bien édifié. C'est Moussa à Douala qui envoie ce message. Bonjour à tout le plateau et en particulier à Parfait ici qui à chaque dénonciation a toujours de belles histoires à nous faire vivre. C'est un téléspectateur de Douala Makepe qui envoie ce message. Allons au plus 32. Le plus 32, c'est quel pays là? Alors, j'essaie de regarder rapidement au niveau de mon téléphone dernière génération. Il s'agit de quel pays? Alors, je n'arrive pas à m'en retrouver, mais le plus 32, je soupçonne que c'est la Suisse. Alors, un autre message ce matin. Parfait, Jeanne est très très jolie dans sa tenue. Bonjour. Ah, j'ai oublié de dire cela à Jeanne, mais je lui avais dit ça en off au bureau, que Jeanne était très jolie dans ta tenue ce matin. Vous êtes là comme une présentatrice du 20h. C'est un souhait. Peut-être qu'il est prémonitoire à ma parole. Autre message ce matin, bonjour le panel. C'est la mentalité des Camerounais, surtout des chrétiens. On peut se poser la question, comment font nos frères musulmans qui enterrent le même jour? Autre message à l'ombre 242, c'est un téléspectateur du Congo. Que dit le téléspectateur congolais? Bonjour Parfait. Ma propre mère, avant sa mort, elle avait ordonné que son corps ne devait pas rentrer à la mort, ce qui fut fait. Respectons les dernières volontés de nos parents. Autre préoccupation, le plus 49, il s'agit de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur allemand? Bonjour le sac de modérateur et à ton illustre panel, malgré l'absence de mon guide, monsieur Niemek, concernant la dénonciation, Madame Jeanne Vondor, si je t'épouse, alors là, il y a deux cas. Si je meurs avant toi, tu es sauvé. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire le deuxième cas, on ne pourra pas t'enterrer comme tu souhaites, mais je te ferai en ton honneur, pour tout l'amour que tu m'as procuré, une belle stèle pour rappeler à notre progéniture qu'ici repose une femme qui était formidable. C'est Kingsley depuis Berlin qui envoie ces messages. Waouh!
Joli message. Hein, c'est une demande de mariage, quoi. J'ai l'impression. Hein. Autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Sabdo modérateur, tu as raison. J'ai été à ce deuil. Moi-même, j'avais vécu ça juste avant la limite des Bassa et les Ewondo. On se comprend bien. Je ne veux pas donner le nom du village sur l'axe lourd. C'est Célestin depuis la barrière. Il y a presque tout dit. C'est la preuve de ce que je ne raconte pas les balivernes à l'antenne. C'est une histoire vécue. Et le monsieur a bien situé le village. Hein. Autre message ce jour, plus de messages. Hein. Bonjour à vous en studio et merci pour ce que vous faites comme travail pour apporter le changement dans ce pays. Parlant du bâtiment ministérien numéro 2 dont vous parlez, j'y vais là-bas depuis plus de 3 ans et c'est toujours le même problème. J'ai déjà vécu, je ne sais pas. Peut-être vous devez regarder une autre chaîne de télévision. Hein. Peut-être vous êtes sur Novelas. Soyez concentrés. Allons au 228. C'est le Togo. Que dit le téléspectateur togolais? Bonjour, monsieur Parfait ici. Je suis monsieur Bala du Togo. Le panéliste sur le plateau ce matin me rappelle docteur Etundi, paix à son âme. Merci, l'Afrique est fière de vous. Merci également. Autre message ce jour pour le Bonjour Parfait et le plateau. Un journal à 400 francs. Et il y en a combien? Il faut donc combien de 400 pour avoir 4 journaux au moins? Alors je mange une fois par jour. Bon, il parlait Louis XIV et Léon XIV, c'est la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Il s'agit bien de Léon XIV. Nous avons rectifié. Hein? Alors, j'aime beaucoup les Louis. Autre message ce matin. Oui, quelqu'un me dit ici, Léon XIV, Léon XIV, Léon. Il écrit ça 3 fois, pas lui. On dit merci. Parfois, il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors, bonjour le sac de modérateur. Bonjour Perfecto. C'est pas Louis XIV, c'est Léon XIV. Merci, bon week-end à vous. Si c'est d'un Sam. Ouais, je voulais vérifier que vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés. Autre message ce matin. On va lire 2 ou 3 derniers. Hein, et on reviendra avec le professeur François-Xavier et toi. Bonjour, monsieur Parfait ici. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous écouter. Le brillantissime professeur François-Xavier et toi. Que le bon Dieu continue de le couvrir des grâces. C'est Fabrice Simon depuis Yaoundé qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin, bonjour au plateau et à l'espace miné. Le deuxième cerveau fait référence au système nerveux entérique, il met entre parenthèses SNE, qui est un réseau de neurones et de cellules nerveuses situées dans le tractus gastro-intestinal. Le SNE est capable de fonctionner de manière autonome et peut influencer nos émotions, notre comportement et notre santé globale. Le SNE produit des neurotransmetteurs similaires à ceux du cerveau, tels que la sérotonine et la dopamine, qui jouent un rôle important dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et de la digestion. Et, il dit, c'est ce que je sais. Bon, je ne sais pas si le professeur était très éloigné de là. Hein. Alors, un autre message. Hein. Oh là là. Plus de messages là. Bonjour Parfait, ici, bonne émission. Est-ce que la dame sur le plateau a des sœurs de même sang? J'aimerais épouser une de ses sœurs dont je sais qu'elles sont bonnes, femmes de foyer comme elle. JP Niam à Yaoundé. JP, on comprend que tu aimes Jeanne Vondo. Va droit au but. Les histoires, tu as vu ses sœurs? Alors, autre préoccupation très rapidement. Nous prenons... Bon, nous y reviendrons. Hein. Nous revenons donc avec le professeur François-Xavier et toi. François-Xavier et toi, nous voulions d'abord parler de l'obésité. Et vous étiez en train de nous expliquer ce véritable phénomène. En Afrique, de plus en plus, nous devenons de plus en plus obèses. Oui, je ne suis pas très outillé pour en parler en profondeur, mais... c'est la spécialité du professeur Martine Claude et voilà, Toga. Voilà, mais en travaillant avec elle, je dois avouer, j'ai aussi intégré ce nombre de choses. Tout à fait. Donc, l'obésité...
dû à plusieurs facteurs, soit il y a les facteurs génétiques, davantage aussi notre environnement. Donc le choix de vie, le mode de vie, tel que nous mangeons, comment nous mangeons, tout ça contribue à l'obésité. Et beaucoup plus, pour nous résumer, l'obésité procède du fait qu'on a accumulé beaucoup plus de graisse dans les cellules que de l'énergie qu'on a produit. Donc il y en a un surplus, on se transforme, on a des graisses, et c'est ça qui amène l'obésité. Et habituellement, cette obésité qui conduit aussi au diabète. C'est un gros risque, oui, c'est un gros facteur de risque. Oui, d'ailleurs, j'entendais Martine dire à quelqu'un qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle même plus de facteur de risque, c'est une pathologie. C'est déjà installé comme tel, parce qu'elle est à l'origine de beaucoup d'autres problèmes, autres que le diabète et d'autres complications, d'autres désordres de fonctionnement dans l'organisme. Donc, alors, nous avons également une autre maladie ici, le Covid-19, qui a débuté il y a environ 5 ou 6 ans. Cette maladie qui avait secoué le monde entier, y compris justement le Cameroun. Pourquoi avoir choisi de parler, d'écrire sur le Covid-19? Oui, en fait, si vous vous souvenez, à l'époque, vous savez, rappelez-vous que le virus arrive au Cameroun en mars 2020. Oui. Et à l'échelle internationale, c'est la grosse panique déjà, c'est le Covid. Et intuitivement, là, c'est un peu, je le dis avec modestie, c'est un peu le flair du microbiologiste. Et je sens que ce n'est pas la catastrophe dont il est question, ne semble pas m'impressionner. Je m'éloigne davantage de l'afro-pessimisme où, comme vous le savez, les pays occidentaux avaient eu beaucoup d'inquiétudes pour nous. Et même l'OMS, qui est chargée de la santé publique au niveau international, a carrément avoué que l'Afrique doit s'attendre au pire. Alors, les mois passent. On avait prédit l'apocalypse pour l'Afrique. La surprise est là, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Et la communauté scientifique internationale a commencé à se poser des questions. Et je vous assure, je m'étais amusé à faire un peu la revue de presse. Les titres que je voyais, Afrique, y a-t-il un mystère? Covid-19, pourquoi l'Afrique est-elle épargnée? Pourquoi l'Afrique est moins touchée par la pandémie? Un peu dans le même genre. Et ce n'était pas seulement la presse à grand public. J'ai pu trouver des supports de publication à caractère scientifique qui se posaient effectivement la question. Et de là, face à cet étonnement généralisé, les scientifiques ont voulu trouver des explications. Explications beaucoup plus comme des hypothèses, parce que ça demande encore à aller vérifier. Il y en a qui me viennent en tête. Ils ont par exemple estimé que l'Afrique a échappé au Covid parce que la population est essentiellement jeune. Que près de 60% de cette population a moins de 25 ans, surtout en Afrique subsaharienne. Et que dans cette population, il y a 91% des cas qui sont asymptomatiques. Et tout cela concourait à comprendre pourquoi l'Afrique n'avait pas été touchée. Ça, c'est une première hypothèse. L'autre hypothèse soulevée pour expliquer la spécificité africaine face à cette pandémie, c'est que les scientifiques internationaux disent que les Européens et les Asiatiques seraient porteurs d'une forme de gène depuis Néandertal, depuis l'Antiquité, que les Africains n'auraient pas. Ce qui rendrait plus susceptibles au Covid-19 les Asiatiques et les Européens. Parce qu'eux, ils seraient porteurs de ce gène-là, qui les rendent. Voilà une hypothèse que l'on dit. Une autre hypothèse,
c'est qu'ils ont reconnu que les Africains font grand usage des phytomédicaments, de nos plantes médicinales. Ça aussi, c'est un fait établi qui se vérifie. Nos plantes du village ont également aidé. Ils ont beaucoup aidé. On buvait du quinqueleba, la loise vera. On beaucoup aidé. On buvait les cours, on buvait, comment on appelle ça, l'onfo. Ça nous a aidé, hein, avec l'ongolbetara. Oui, le médicament, on en avait parlé à l'époque. Tout à fait. De Monseigneur Cléda. Cléda. Oui. Donc, tout cela, ils reconnaissent que... Et une autre hypothèse, c'est que, sûrement que les Africains ont un système immunitaire plus robuste parce qu'ils sont déjà habitués à lutter contre les épidémies, à virus, à parasites et autres, et que ces virus et autres parasites sont compétitifs vis-à-vis du virus du Covid, du SARS-CoV-2. Bien, nous avons trouvé ces hypothèses, comme nous le disons, recevables, mais, à notre avis, insuffisantes. Et c'est de là donc que naît deux pistes de réflexion que vous développez au niveau de l'ouvrage. Qui sont dans l'ouvrage, voilà. Oui. La première piste, le premier axe, porte sur la relation du virus avec la cellule humaine. Le deuxième axe porte sur le couplage Covid-19 et le microbiote intestinal. Voilà. Donc, nous avons construit, élaboré ces deux pistes de réflexion à l'adresse de la communauté scientifique internationale pour dire, à notre avis, voilà. Les véritables raisons. Tout ce que vous avez dit, c'est sûrement vrai, mais voici les deux autres qui ont beaucoup plus... Les principales raisons. Voilà. Très bien. Oui, et nous ne le disons pas de façon ex nihilo, c'est sur la base des faits établis. Par exemple, le virus. On sait que le virus, aujourd'hui c'est démontré, le virus est à l'aise, il s'épanouit à des températures inférieures à 9 degrés. Pouvez-vous me dire combien de pays africains ont des saisons avec des températures inférieures à 9 degrés? Parce que la température optimum du virus Covid de SARS-CoV-2, c'est autour de 8,5. Deuxième fait que nous avons constaté, qui a contribué à notre thèse, c'est que, rappelez-vous, que les épidémies à coronavirus, curieusement, démarrent, explosent pendant la période froide, pendant l'hiver. Et curieusement, vous aurez remarqué que dès qu'on amorce l'été, ou que la période estivale est là, ça se tasse, ça s'atténue. Le microbe ne supporte donc pas la chaleur, le virus. Très bien. Et il ne supporte pas, pourquoi? Parce que c'est un virus qui a dans sa structure une enveloppe autour. Et les virus qui ont des enveloppes autour sont fragiles, sensibles à la température et sensibles au liquide hydroalcoolique. Vous comprenez pourquoi à l'époque la fabrication, la production de liquide hydroalcoolique avait beaucoup prospéré. Il y a même notre whisky traditionnel, hein, qui a eu le vent en poupe à cette époque, hein, le fameux Odontol, que les autres appellent Oha. Apparemment, ça a aidé. Hein. Mais même parce que vous le confirmez, professeur? Pour s'agissant du en particulier pour combattre le virus du Covid. Je suppose que s'il y a un degré alcoolique important... On mélangeait le Odontol avec l'onfo et on demandait de boire et ça avait des résultats. Ah ben oui, ça a sûrement contribué. Ça, sûrement. Quand on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal, certains microbes sont capables de compétir, d'empêcher le virus du Covid de s'exprimer. Et moi, je voulais justement vous poser cette préoccupation. J'avoue que nous discutions déjà en off tout à l'heure et en feuilletant de manière transversale votre ouvrage de 370 pages. Je suis tombé sur la citation d'un penseur qui disait « L'être qui a le plus profité de la compagnie de l'homme est le microbe ».
je n'ai rien compris. J'ai d'abord voulu dire, mais qu'est-ce que quelqu'un peut dire de gravissime comme ça? L'être qui a le plus profité de la compagnie de l'homme est le microbe. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le fœtus, il y a déjà les premiers contacts avec le microbe. Dès le fœtus? Dès le fœtus. Jusqu'à un passé récent, si vous lisez les manuels, les thèses des jeunes médecins et tout ça, tout le monde savait que le contact avec les microbes, c'est au moment de la naissance, pas avant. Et que quand vous êtes encore au stade fœtal, c'est stérile, pas de problème. Donc c'était un mensonge? Non, ce n'était pas un mensonge. C'est la science qui avance, avec des outils modernes, plus affinés. Oui, plus affinés, plus puissants. Ce qu'on croyait comme ça, avec les méthodes qu'on avait à l'époque. Quelque part aussi, il y a quelqu'un qui a dit, parfois, les choses de la nature ne sont pas ce qu'elles sont, mais vous montrent ce que vous avez voulu par rapport à votre manière de vous interroger. Professeur, restons au niveau des microbes. Oui. Je dis qu'en feuilletant toujours votre ouvrage, je me suis également rendu compte que le microbe n'est pas toujours une mauvaise chose. Nous savons que quand on dit microbe, il faut fuir. Oui, ça c'est la vision, comme nous disons, antépasteurienne. Oui, et qu'aujourd'hui, la vision post-pasteurienne, qui a maintenant des éléments crédibles, les microbes sont nos alliés. Ah bon? Oui, ils sont nos alliés. Les microbes? Alliés, oui. Et comment ça? Mais parce que nous ne sommes pas 100% cellules humaines. Oui, il y a une bonne partie, sinon la moitié de notre existence, sinon plus, est faite de microbes. Et vous vous rendez compte, pour ne parler que du tube digestif, plus de 100 000 milliards de microbes sont... Au niveau du tube digestif. Ouais. Et là, on arrive à voir que c'est à peu près le même nombre de cellules que nous avons. Donc, minimalement, nous sommes des super-organismes, nous sommes des Homo microbius. Et vous voyez donc que si nous démarrons depuis le fœtus, et ça nous suit, ça coévolue avec son hôte jusqu'à la mort, donc ce sera l'être qui a le plus été notre compagnon. Merci, professeur. C'est du nectar ce matin, avoir la chance d'avoir un tel niveau de science sur ce plateau. Ça n'arrive pas tous les jours. Le professeur François Xavier et toi, et qui vient distiller cette science en direct sur le plateau. Que de connaissances. Je vais passer la parole à Jeanne-Rosine Vendor pour une question au professeur et toi. Bien évidemment, parfait. Le professeur et toi déjà a été un ancien recteur de l'université de Douala. Tout à fait. Avec 90 publications et 780 citations. J'ai eu à étudier ce professeur-là parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment illustré la vie scientifique. C'est vrai, je ne suis pas scientifique, mais j'ai beaucoup aimé parce que lors des ouvrages de sa fille Martine qui parle de l'endocrinologie, cela m'a plu. Pourquoi? Parce que j'ai étudié une œuvre venant de lui parlant de l'hépatite B. Il a étudié sur la prévalence de l'hépatite B sur la femme enceinte, mais surtout dans la zone rurale. J'ai pas du tout compris ce contexte-là. Pourquoi la femme rurale parlant de l'hépatite B? Alors madame, je vais vous décevoir parce que là c'est un collègue qui est parasitologiste, qui a travaillé dessus. Oui, je ne suis pas spécialiste de la virologie. Donc, je crois deviner ce que c'est, mais ce n'est pas mon domaine. Et par honnêteté intellectuelle, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Donc, je ne saurais parler du lien entre l'hépatite B et la zone rurale. D'accord. Professeur, parlons d'autre chose. Oui. Vous avez beaucoup parlé du tube digestif tout à l'heure. Et quand on parle du tube digestif, on voit aussi les intestins, naturellement. Alors, quelqu'un me dit ici que toutes les maladies naissent des intestins.
Ça veut dire quoi? Eh bien, ça revient à la question du départ. On s'est rendu compte que, finalement, l'intestin, qui héberge dans ces milliards de micro-organismes, commande donc beaucoup d'éléments qui peuvent concourir à des maladies. Et c'est une observation qui date depuis très longtemps. On a constaté qu'effectivement, compte tenu du fait que cette deuxième centrale de contrôle, de commandement des fonctionnements de l'organisme est basée au niveau de l'intestin, puisque c'est là que ces milliards de micro-organismes sont. Depuis plus de 5000 ans, même les Chinois avaient déjà senti que c'est le ventre qui héberge une deuxième centrale qui dès qu'il y a un dysfonctionnement. Parce que la particularité du microbiote intestinal est que s'il y a un désordre, s'il y a un déséquilibre, dans le jargon du métier on parle de dysbiose, eh bien ça donne lieu à des troubles avec répercussions au niveau du reste des organes, même distants. L'homme est fondamentalement lié à son ventre, c'est ça? C'est ça. Même en Néron, on dit Moretti, boum. Parfait, je voudrais poser une question qui me titille un peu. Sur le plan microbiologique, nous avons des petits-enfants qui rampent là, après la naissance, les enfants qui touchent à tout. On ne sait pas. Il y a des cas qu'on observe, il y a des enfants qui touchent à tout, qui n'ont pas mal au ventre. En fait, les effets ne sont pas très néfastes. Mais il y a d'aucuns, du moment où vous le déposez au sol, dès qu'il pose la paume des mains au niveau du sol, c'est la catastrophe. La différence, est-ce que ces enfants sont, comment pourrais-je dire, est-ce que les intestins, comme on l'a dit, liés aux microbes sont différents? D'autres sont plus robustes. Est-ce que ces phénomènes-là, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien. Alors, madame, on peut subodorer un certain nombre de choses. Votre exemple, le cas de 2 enfants. On peut tout de suite penser que c'est de poser la question, est-ce qu'ils sont nés de la même manière? Il y en a qui naissent par voie basse, voie normale. Ok? On a constaté que ceux-là ont un système immunitaire plus robuste. Ah bon? Ah bah oui. Mais ceux qui sont nés par césarienne sont plus fragiles. Le système, eh bien oui, développe plus de problèmes, des allergies et autres. Et cela est dû à quoi? Eh bien, on pense que, déjà, l'initialisation à l'immunité qui démarre dès le fœtus, n'ayant pas eu lieu. Donc, celui qui est né par voie basse profite déjà du premier contact microbien de sa mère. À un moment où il récupère beaucoup de microbes qui sont utiles pour... Ces microbes qu'il récupère là sont utiles pour le bébé. Venant de sa mère. Mais oui. Ça peut paraître bizarre. Mais oui, bizarre, mais c'est comme ça. Sinon, ceux qui naissent par césarienne, les premiers contacts de microbiens qu'ils ont à l'extérieur, c'est dans le milieu hospitalier ou tout ça. Donc, on les demande aujourd'hui parce que le microbiote participe à l'éducation, à la structuration de notre système immunitaire. Très bien. Merci, professeur. Repartons du côté de la messagerie, où je suis de plus en plus bousculé. Bonjour, monsieur Aïssi. Je suis Emmanuel Eboko Kanga et j'ai une anecdote concernant le professeur qui est devant vous. Il y a de cela plusieurs années, j'étais un jeune élève au lycée classique et moderne de Ngaoundéré lorsque le professeur était recteur de l'université de la même ville. Non, je rectifie. Il était secrétaire général de l'université de Ngaoundéré. Alors, la suite du message, lors d'une fête du 20 mai, si mes souvenirs sont exacts, il était arrivé à la place des fêtes après le gouverneur. Selon l'information qui avait été véhiculée, le professeur estimait qu'il était supérieur au gouverneur et qu'il était hors de question que sur le rang protocolaire d'arriver avant le gouverneur. Est-ce qu'il peut nous dire un mot à ce sujet? Attends, professeur, est-ce que c'est une histoire qui a existé ou bien
Paix à son âme, c'est une histoire vraie, mais il ne s'agissait pas de moi. Décidément. Ouais. On vous confond beaucoup là. Eh ben oui, ben ça. Parce que je voulais dire que si cela était vrai, mais vous êtes rebelle là. Non, il ne s'agissait pas de moi. Avec tout le respect que je dois à sa mémoire, il s'agissait de l'ancien recteur, donc il confond. Très bien. Autre message, monsieur Aïssi, ce thème est très intéressant, je vous assure. Je me souviens avoir lu quelque part que c'est le ventre qui parle pour ce qui est de l'état de santé de la grande partie de l'organisme. Oh, en plus du professeur, le docteur Olum aurait dû faire partie de ce panel. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin, bonjour le plateau. Je reviens juste pour louer l'honnêteté intellectuelle dont le bien célèbre professeur Etoua fait preuve, ce qui manque souvent à bien d'autres de même rang, surtout ceux des sciences politiques et de droit. C'est Moussa Adouala Makepe qui envoie le message. Alors, nous allons prendre une autre préoccupation. Hein. Dieu seul sait que les messages sont nombreux. Que dit ce téléspectateur? Dans la vie, il faut chercher à avancer vers l'avant. Il n'y a pas de vertu dans la nostalgie. C'est la pensée de ce jour, 9 mai 2025. Attends, ça, quel rapport avec le deuxième cerveau? Quel impact sur l'obésité, le diabète et le Covid-19? Je cherche vraiment le lien. Hein. Bon, merci déjà pour votre sagesse. Bonjour, parfait. Le professeur consulte-t-il? Professeur, vous consultez? Ben non, je ne suis pas médecin. C'est ma collègue qui est médecin. Donc il faut établir un distinguo. Oui. Mais maintenant, il y a un souci, parce que vous êtes microbiologiste. Oui. Nous avons l'impression, pas que c'est une impression, vous enseignez les médecins. Vrai ou faux? C'est la vérité. Et comment vous ne consultez pas? Parce que je ne suis pas médecin. Et vous enseignez les médecins? Parce que je leur donne le savoir de ma discipline. Ils ont dans leur formation tout un autre bagage pour pouvoir s'occuper de l'être humain. Vous faites encore montre d'humilité, hein, une fois de plus. Non, mais parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Alors, quelqu'un dit ici, alors, j'ai un ventre qui gargouille depuis plusieurs années, sans faire mal, et j'ai beaucoup de problèmes de santé. Oh là là. Ça peut être dû à quoi? Eh bien, à brûle pour point, je pense que il fait partie de cette catégorie de personnes qui hébergent une catégorie de bactéries, de formes de microbes qu'on appelle, qui sont méthanogènes, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à produire du méthane, donc ce gaz qui fait que bon, ça fermente, et puis je pense qu'il doit sûrement péter beaucoup aussi, pour parler. Mais qui est-ce qui doit donc consulter pour qu'il puisse... Eh ben, que son problème soit résolu. Un bon gastro-entérologue. Par exemple, hier, bon, je ne fais pas sa publicité, mais il est connu, c'est une notabilité de la médecine dans notre pays, le professeur Ndamdi Toya, qui a même fait la note de lecture hier. Voilà, c'est qu'ils aillent consulter les spécialistes. Très bien. Bonjour, parfait. Ici, je dois au professeur François-Xavier Etoua ma sélection en thèse à l'université de Douala, promotion 2018-2019. C'est le docteur Moïse Ézéchiel Tchala, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré. Vous le connaissez, professeur? Ben, là, c'est un témoignage. Hein? Oui, qui s'ouvre que je ne puisse plus me souvenir. Hein. Ils sont nombreux. Alors, quelqu'un dit ici, je veux le contact de votre collègue. Je présume que vous voulez le contact du professeur Etoua, il n'est pas mon collègue. Il faut être sérieux quand vous regardez l'émission. Si vous êtes distrait par les discussions de match, il y aura un problème. Alors, au professeur, il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Hein. Je voudrais quand même vous poser notre préoccupation. Que gagnons-nous en allant lire un tel ouvrage? Que gagnons-nous? Oui.
Je prendrai par la fin, surtout la suggestion que nous faisons au pouvoir public. Nous, au terme de, comme je l'ai dit tout à l'heure, au terme des analyses que nous avons faites de la gestion du au plan purement scientifique et médical hein, du Covid-19, ce que nous suggérons au pouvoir public, c'est de valoriser véritablement nos médecines traditionnelles. Comment? En créant, en mettant en place des services de médecine traditionnelle à côté de la médecine conventionnelle dans les structures publiques. On a tendance à croire que la médecine traditionnelle, c'est une affaire des charlatans, des vendeurs. Justement, pour sortir la médecine traditionnelle de ce ghetto-là. C'est pour sortir dans la médecine traditionnelle de ce ghetto. Vous croyez en la médecine traditionnelle? Oui, je ne suis pas le seul. Ah bon? Il y a d'éminents scientifiques qui croient. Les Occidentaux eux-mêmes, dans leur liste des hypothèses qui ont expliqué la résilience africaine face au Covid, parlent de nos plantes médicinales, donc de notre médecine traditionnelle, puisque la manière... Mais pour le cas quand même du Cameroun, professeur, qu'est-ce qui peut donc expliquer justement que nous ayons juste un regard presque de moquerie vis-à-vis de la médecine traditionnelle? On a la nette impression que même l'ordre gouvernant ne fait pas suffisamment d'efforts pour valoriser cette médecine traditionnelle. Parce qu'il y a un conditionnement qui date depuis, qui a fait ses preuves. La médecine entre guillemets occidentale, ce que j'ai dit tout à l'heure de médecine conventionnelle. Ce dont souffre un peu notre médecine traditionnelle, c'est cette absence, si vous voulez, d'éléments quantitatifs qui confortent. Ça veut dire quoi? Et voilà pourquoi nous proposions que ce service de médecine traditionnelle dans une structure publique soit encadré par exemple l'Institut des plantes médicinales et d'études des plantes médicinales que l'État du Cameroun a mis en place justement pour travailler, valoriser nos phytomédicaments. Nous pensons donc que le jour, dès lors qu'on saura pour chaque plante médicinale quels peuvent être des effets néfastes ou pas, parce que ça dépend de ce qu'on prend. En ce moment-là, je pense que ça devrait ne plus être une préoccupation particulière. Alors, une autre préoccupation ici. Bonjour, grand journaliste. Très belle émission. Je voudrais demander au professeur si c'est possible de guérir du diabète. D'après ce que j'ai entendu ma collègue répondre à quelqu'un hier, il faut seulement savoir gérer son diabète. Parce que il y en a. Il y a divers types de diabète. Il n'y a pas une seule forme. Il y en a. Diabète de type 1, diabète de type 2. Il semble qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train d'aller vers le diabète de type 5. De ce côté-là, la science avance au point de devoir maintenant de détecter, de neutraliser, de bien connaître, de cerner les différents types de diabète. Alors, peut-on guérir du diabète? Je pense que reconnaître essentiellement que c'est une maladie chronique. Et quand c'est le cas, la seule chose à faire, c'est de savoir la gérer pour avoir une vie normale. D'accord. Professeur, revenons un peu au Covid-19. Hein. J'avoue que je vais vous amener sur un terrain un peu à polémique. Il y a des thèses qui ont soutenu que cette affaire n'était rien d'autre qu'une grosse invention
Il y a d'autres qui ont pensé que non, le Covid, ce n'était pas de la rigolade, ça a bel et bien existé. Vous, qui êtes justement scientifique, vous vous situez où dans ce grand débat? Un grand débat même entre scientifiques. Hein. Vous connaissez très bien le docteur, il y a Montaigne, il y a le docteur, comment on l'appelle, ce français? Raoul. Raoul, professeur Raoul. Alors, vous vous situez où en tant que scientifique dans le cadre de ce grand débat? Essentiellement sur le fait de savoir, est-ce un virus naturel ou, oui, parce qu'en fait, c'est ça que vous voulez dire dans votre fait. Ou est-ce un virus fabriqué dans les laboratoires? Très bien, c'est ça, c'est ça. Je dois avouer que dans ma situation actuelle, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir dire si c'est un virus normal, naturel, comme les autres, qui émerge de la nature, ou c'est un accident de laboratoire. Je n'ai pas d'éléments crédibles pour trancher là-dessus. Lorsque vous écoutez le professeur Raoul, ou bien vous le lisez, n'avez-vous pas l'impression qu'il est en train de mettre à nu une espèce de mafia concernant cette affaire? Il n'est pas le seul. On a évoqué tout à l'heure professeur Persona Montagnier, je crois. Je regardais un jour la télévision. Il dit oui, mais il y a une partie de l'ADN, du matériel génétique du VIH qui se retrouve dans celui du Covid. Bon, on l'a traité de sénile. Parce que comme il était déjà vieux, fou, bon. Et puis, vous avez cet autre son de cloche qui pense que la violence avec laquelle ce virus-là a fait, bon, ça ne peut pas être... Je dis que, personnellement, je n'ai pas d'éléments pour trancher. Mais... Moi, je soupçonne que vous voulez être juste prudent. C'est des rigueurs, il faut être prudent. C'est des rigueurs. Vous avez peur de prendre position? Non. L'affaire est devenue aussi politique. Non, oui, ça c'est notre problème. Vous avez peur d'être blessé? Non, je n'ai peur de rien. Mais je veux seulement être cohérent avec moi-même. J'ai seulement constaté que le premier, parce que le virus s'appelle SARS-CoV, syndrome respiratoire aigu sévère à coronavirus, ok? Que le premier qui avait provoqué l'épidémie en 2002, si je ne m'abuse. Même schéma. Pam, à partir de l'hiver. Souvenez-vous, à l'époque, les aéroports étaient fermés, etc. Ça avait touché, l'OMS a retenu que 27 pays dans le monde européen, occidental, avaient été touchés dans l'affaire. OK. Et ça, à ce moment-là, ça a été le même schéma. Hiver, ça démarre. Été, ça s'arrête. Ça se calme, ça se tâche jusqu'à ce que ça finisse. Il y a eu une deuxième vague. C'était le coronavirus du syndrome respiratoire sévère du Moyen-Orient. En 2000, si je ne m'abuse sur les dates, je crois que c'était en 2011, quelque chose comme ça. Vous noterez que au cours de ces deux vagues d'épidémie, l'Afrique n'a pas été touchée. Tout à fait. Voilà. Maintenant, celui-ci, c'est pour ça qu'il y a le 2 devant, il s'appelle SARS-CoV-2. Celui-ci, comme c'est aussi un coronavirus de la même famille, on a dit, ah, c'est le numéro 2. Il s'est révélé plus puissant, plus rapide, avec des capacités de transmissibilité extraordinaires. C'est un élément nouveau par rapport aux autres Covid qui ont provoqué le même type d'épidémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mutation a-t-il eu pour que le SARS-CoV-2 soit si virulent? Je n'en sais rien. Merci, professeur. Oui, donc, il vaut mieux, comme on dit, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Moi, C'est prudent. Oui, oui. Bonjour, Info TV et Parfait Haïti. Merci pour ce que vous faites. Avant, la prune tombait, on souffrait. On continuait de manger sans problème. Aujourd'hui, on nettoie les surfaces avec autant de produits, soit dit de barrières, mais on n'a plus de mal, plus de maux de ventre. Sitôt un morceau tombe au sol, c'est au bourreau qui envoie
ce message. Hein. Alors, on prend d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs ce matin. Alors, que dit celui-ci? Alors, petit problème là. Alors, nous y sommes. Alors, monsieur Aïssi, s'il vous plaît, n'attirez... Alors, nous allons lire ce message. Hein. Je ne sais pas pourquoi ce message veut... Oh là là. Professeur, oui. Pourquoi on ne veut pas que je lise ce message? Alors, on va le lire. Monsieur Aïssi, s'il vous plaît, n'attirez pas l'œil malveillant des industries pharmaceutiques qui financent certains gouvernements à travers le monde sur la personne du professeur et toi. Surtout pas. Alors, au professeur et toi, on sait que vous avez eu une riche carrière sur le plan administratif et même sur le plan universitaire. On le rappelait tout à l'heure, vous avez été secrétaire général à l'université de Ngaoundéré, vous avez été directeur du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, vous avez été conseiller technique du côté du premier ministère, vous avez été recteur à l'université de Douala, vous avez longuement enseigné au niveau de nos universités. Que fait le professeur François-Xavier Toit actuellement? Vous avez des éléments de mon J'ai la réponse devant moi. Il est déjà écrivain. Le professeur écrit. Écrit, et puis j'ai été honoré par les pairs d'être élu secrétaire exécutif de l'Académie des sciences du Cameroun. Tout à fait. Voilà. On a vu tout dernièrement, vous étiez en train, je ne sais pas quel est le terme que je vais choisir, d'adouber les nouveaux membres admis à l'Académie des sciences. Parmi lesquels le ministre d'État, le professeur Jacques Famundongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Tout à fait. C'est vous qui étiez en train de l'adouber. Alors, c'est quoi l'avenir concernant le professeur François-Xavier Toit? Il va simplement continuer à écrire ses ouvrages. Pourquoi le professeur n'enseigne plus? À qui vous a dit ça? Ah, vous enseignez? Ah. Vous êtes à l'université Yaoundé 1 encore? Administrativement, je dois faire valoir mes droits à bien me reposer. Voilà, il ne va pas à la retraite. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends très bien. Alors, sinon, je suis toujours sollicité. Il m'arrive de fréquenter 1 ou 2 fois par mois le campus universitaire. Dernièrement, on a d'ailleurs également eu une très grande cérémonie en votre honneur à l'université de Yaoundé 1 où l'université a célébré le professeur François-Xavier Toit en sa qualité d'éminent scientifique des microbiologistes. Ça vous a fait chaud au cœur? Ben oui, que votre milieu professionnel vous fasse un send-off de cette nature. Il faut avoir un cœur, je ne sais pas, de pierre pour ne pas être sensible. Effectivement. Alors, au terme de cet entretien en direct sur Info TV, professeur François-Xavier Toit, que voulez-vous que l'on retienne? Que l'on retienne qu'il faut bien manger pour aider, pour moduler positivement le microbiote intestinal. Je voudrais qu'on retienne qu'il n'est pas bon, finalement, à bien regarder, de mimer les modes de vie occidentales. Je voudrais qu'on retienne que nos plantes médicinales ont toujours été depuis longtemps des atouts importants pour la guérison de différentes maladies qu'on peut développer. Je voudrais qu'on retienne que de plus en plus, maintenant, il faut faire confiance à tous ces jeunes médecins qui sont engagés dans la recherche pour pouvoir davantage, je dirais, intérioriser
adapter la médecine à nos conditions, dans notre contexte, pour une meilleure prise en charge. Je pense que c'est tout cela qu'il faut retenir. Qu'il faut retenir ce matin au sortir de cet entretien. Et qu'il faut effectivement ménager son microbiote intestinal, évidemment, en ayant des régimes alimentaires appropriés. Et là, madame regarde, vous verrez donc les nutritionnistes, les diététiciens, autres qui ont dit, n'abandonnez pas nos bâtons de manioc, nos os, et tout ça qui sont très très utiles. Alors, pour l'alimentation. Voilà. Évitez de manger comme des blancs. Ouais, il faut éviter de trop manger comme les blancs. Je retiens également trop manger comme les blancs. Je retiens également que les microbes ne sont pas toujours une mauvaise chose. Ce sont nos alliés. Ce sont nos alliés. Oui, il faut voir comment les ménager. Les ménager, les protéger dans notre propre intérêt. Et si c'est le microbiologiste Elodie, qui suis-je pour remettre cela en cause? Mais il faut quand même une petite nuance. Oui, professeur. Parce que si on m'entend dire comme ça, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout simplement pour dire que dans toute société, dans toute population, il y a des bons et il y a des mauvais. Tout à fait. Voilà. Et il en est de même pour les microbes. Les populations microbiennes. Voilà. Donc il faut davantage faire pour privilégier l'émergence des bons. Très bien. Cela est bien précisé. Voilà. On dira merci ce matin au professeur François-Xavier Etoua qui nous a fait l'honneur d'être notre invité spécial ce jour en direct sur Espace Miné. Je précise à nouveau qu'il est coproducteur d'un nouvel ouvrage. Les deux ont donc écrit cet ouvrage, le professeur Martin Claude Etoua et le professeur François-Xavier Etoua. On rappelle simplement que le professeur Martin Claude, c'est la fille biologique du professeur François-Xavier Etoua. Et quelle merveille. Merci également à Jeanne-Rosine Mvondo qui nous a également accompagnés ce vendredi, comme tous les vendredis. D'ailleurs, ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine avec nos experts, nos politologues, nos consultants, sans oublier ces grands acteurs de la société civile, tout en vous souhaitant un excellent week-end et un excellent week-end au professeur François-Xavier Etoua. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci.